Donc merci, bienvenue à cette table ronde dans le cadre du salon ITechMer sur le sujet du Brexit, intitulé Le Brexit et après. Donc j'accueille autour de la table par ordre Hubert Carré, donc le directeur général du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Ensuite Philippe de Lambert-Desgranges, donc directeur de projet, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Jacques Pichon, qui est directeur de l'armement Laoul à Saint-Guénolé. Yves Fouezon, directeur de l'OP Les Pêcheurs de Bretagne. Frédéric Touliou, donc, qui est le président de l'Union du mariage français. Et enfin, Christophe Hamel, qui est le président de l'association des directeurs et responsables de À la Marée. Voilà, donc bonjour à tous. Et on va commencer cette table ronde. Alors juste pour vous préciser que le président de région, Monsieur Loïc Chenet-Girard, nous rejoindra à la fin de cette table ronde et procédera à la conclusion. Et moi, il faut que je me présente. Alors, on me dit qu'il faut que je me présente quand même. Donc je suis Julien Lamotte de l'Association nationale des organisations de producteurs, mais je suis essentiellement là aujourd'hui pour essayer d'animer cette table ronde. Donc juste en guise d'introduction rapidement, mais c'est vrai que depuis la promulgation des résultats du référendum au Royaume-Uni en juin 2016, exprimant la volonté du peuple britannique, lapsus non révélateur, de sortir de l'Union européenne, le feuilleton du Brexit nous tient en haleine tous les jours et on connaît chaque minute maintenant quasiment des rebondissements et on est dans cette situation très inconfortable depuis maintenant sûrement trop longtemps. Pourtant effectivement la feuille de route, et je vous ai remis une ancienne illustration finalement de l'époque puisqu'elle évolue chaque jour aussi. Cette feuille de route était relativement claire dès lors que l'article 50 du traité avait été activé. Et on sait que l'Union européenne des 27 États membres autour du négociateur Michel Barnier ont essayé de proposer des accords de retrait, mais l'acceptation par les Britanniques a toujours achoppé. Et le calendrier a été perpétuellement bouleversé. Et on est toujours dans cette incertitude et qu'on espère peut-être voir résolue dans les prochaines heures. Plus spécifiquement pour la pêche, c'est vrai que tout le monde a bien en tête les cartes que je vous indique sur finalement l'ampleur des captures réalisées par les flottes communautaires dans les eaux britanniques. Et on verra que ces impacts sont bien plus larges que ça, puisqu'ils impactent l'ensemble du secteur et pas seulement les activités de production, bien sûr. Et il est important aussi, évidemment, et on le montrera, que le secteur pêche ne soit pas isolé dans le cadre des négociations qui ont lieu sur l'aspect du Brexit. On verra aussi qu'il y a des mesures d'accompagnement qui sont nécessaires, mais même si elles répondront que sûrement partiellement au choc que sera la séparation du Royaume-Uni de l'Union européenne. L'intérêt de cette table ronde, c'est évidemment d'avoir l'ensemble des acteurs du secteur et qui nous donnent leur point de vue sur l'ensemble de ces éléments. Et au-delà de ces incertitudes, on essaiera en fait d'aller un petit peu plus loin et de se poser la question finalement de savoir si le Brexit, entre guillemets, sans être provocateur, ça peut pas être une opportunité, ou en tout cas de voir comment les différents acteurs de la filière ont essayé de réfléchir dans ce cadre-là pour évoluer. Alors bien sûr pour répondre à ce choc, mais aussi peut-être évoluer globalement dans l'organisation de la filière. Donc je vais tout de suite passer la parole à Philippe de Lambert-Desgranges qui va nous faire un état des lieux en fait de la situation autant qu'il peut le faire, j'imagine, et aussi pouvoir nous donner quelques chiffres un petit peu de cet impact. Donc je lui laisse la parole. Bonjour. Effectivement, quand on dit Brexit,
D'une part, il y a eu énormément de termes techniques franco-britanniques ou franco-anglo-saxons qui se sont développés. On dit même que maintenant, pour essayer de comprendre les choses, il faut parfois pour les journalistes avoir un lexique spécialisé sur le sujet. Et puis en même temps, l'usage familier de ce terme Brexit, qui recouvre souvent beaucoup d'acceptions ou beaucoup d'aspects, fait que parfois on ne s'y retrouve pas. Donc rappeler qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est en jeu, ce n'est pas Brexit ou pas Brexit, c'est-à-dire en fait le retrait ou pas le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais effectivement la forme de ce retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne à 27. Et effectivement, à ce moment-là, on parle donc de Brexit no deal ou de Brexit deal, c'est-à-dire en fait de Brexit sans accord ou de Brexit avec accord. Il y a aussi même d'autres exceptions qui sont Brexit ordonné et Brexit désordonné. Et donc c'est véritablement le point important, c'est la forme du retrait donc du Royaume-Uni de l'Union européenne, donc qui serait à 27. Alors depuis maintenant plus d'une vingtaine de mois, effectivement, il y a eu des négociations, et donc avec 2 gouvernements britanniques successifs sur le sujet. Et ces négociations, donc très vite, se sont inscrites dans 2 textes, mais effectivement essentiellement un dont on parle et qui s'appelle effectivement l'accord de retrait, pour effectivement, sur la base d'une volonté générale, donc d'avoir un retrait dans l'ordre, a été négocié un accord de retrait, lequel se décompose en fait en plusieurs textes, mais disons en 2 volets principaux. Le premier, c'est que cet accord de retrait prévoit, pour justement permettre des négociations dans les meilleures conditions pour ce qu'on appelle la relation future, c'est-à-dire en fait ensuite la future relation qu'il y aura entre le Royaume-Uni qui sera sorti complètement de l'Union européenne à 27 et l'Union européenne. Donc cet accord de retrait prévoit une période dite transitoire, et transitoire, le mot est peut-être un petit peu piégeux parce qu'en fait c'est une période de statu quo, c'est-à-dire que pour avoir les meilleures conditions pour définir la future relation, effectivement, le Royaume-Uni, même s'il n'est plus officiellement, juridiquement, légalement membre de l'Union européenne à 27, accepte d'appliquer, jusqu'au terme qui est indiqué donc dans l'accord, de façon transitoire, l'ensemble de la réglementation communautaire, y compris d'ailleurs de contribuer au budget européen, jusqu'à ce qu'effectivement on arrive au terme donc, de cette période de transition. Le deuxième point qu'il faut aussi rajouter sur cette période de transition, c'est qu'effectivement, au regard de l'histoire, de l'historique donc de ces négociations, qui, comme vous l'avez pu le constater, sont particulièrement compliquées, ce qui avait été prévu donc avec Madame Theresa May était qu'effectivement cette période de transition se terminait donc le 31 décembre 2020, mais avec une possibilité, effectivement, sur la base de l'accord unanime des parties, de la prolonger de 2 fois 1 an supplémentaire, c'est-à-dire effectivement d'aller jusqu'au 31 décembre 2021. Ça, c'est un point qui est vraiment important, qu'il convient de le rappeler. La période transitoire, c'est une période dite de statu quo. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, bien évidemment, c'est le fait que par rapport à cet accord de retrait, ce premier volet, il y a eu prévision par les négociateurs de ce qu'on appelle le fameux backstop. Qu'est-ce que c'est que le backstop? Le backstop, c'est le terme donc anglo-saxon pour dire roue de secours en cas d'échec. C'est-à-dire que pour garantir, bien évidemment, du point de vue européen, l'intégrité du marché intérieur et l'ensemble donc des libertés et des droits et avantages qui s'y rattachent, il y a ce levier qui est qu'en cas d'échec des négociations, il y a application donc du backstop. Et effectivement, au sein donc de ce backstop, le fait que donc le Royaume-Uni est englobé jusqu'à trouver donc une solution dans les relations futures, dans l'ensemble des réglementations relatives communautaires, donc relatives à l'échange des biens entre le Royaume-Uni et nous, puisque il faut aussi le savoir. Ce qui est important sur le sujet, c'est qu'à ce moment-là, le Royaume-Uni est pays tiers, mais donc effectivement accepte d'appliquer l'ensemble des réglementations communautaires relatifs à tous les flux. Et c'est effectivement ce fameux backstop qui donc maintenant, au sein donc, des négociations, se réduit non plus à l'ensemble du territoire du Royaume-Uni, mais effectivement au territoire de l'Irlande du Nord, qui effectivement, comme vous le savez, puisque vous lisez la presse, est donc au cœur des négociations actuelles.
Le dernier point donc de l'accord de retrait, c'est un autre texte sur lequel effectivement, pour essayer de défricher, pour essayer de rendre, je dirais, un petit peu plus simple la définition de la future relation pendant donc la période transitoire de négociation avec le Royaume-Uni. C'est ce qu'on appelle des orientations générales sur lesquelles donc les deux négociateurs ont essayé de trouver un terrain d'entente pour en fait, en quelque sorte, définir des grandes lignes directrices de ce que pourrait être la relation future, et avec effectivement, comme vous pouvez l'imaginer, en ce qui nous concerne, donc un certain nombre de stipulations sur notre sujet à nous, notamment des pêches professionnelles. Je rappelle aussi que ce document, donc les orientations futures, qui effectivement est un document, je le rappelle, à nature indicative et non pas prescriptive, est bien sûr un document qui a été aussi complété en ce qui nous concerne par des déclarations complémentaires du Conseil des ministres européens, des chefs d'État et de gouvernement. Voilà, donc pour résumer, j'espère de la façon la plus claire et la plus pédagogique, ce qui est en jeu à travers donc le Brexit, à savoir la forme du Brexit, un Brexit avec accord, donc selon les termes de l'accord de retrait tel qu'actuellement négocié, et ensuite de la déclaration sur les orientations générales, ou bien un Brexit sans accord. C'est effectivement donc à compter donc du 1er novembre, le Royaume-Uni étant pleinement détaché, sorti de l'Union européenne à 27, avec donc effectivement, comme on le dit selon le terme obligé, le statut d'un pays tiers. Merci, Monsieur Delambre-Desgranges. Est-ce qu'on peut avoir quelques données chiffrées sur l'impact, en fait, parce que je sais qu'il y a eu des exercices réalisés par l'administration française qui ont essayé de quantifier un petit peu les impacts en termes de Brexit. Donc, est-ce qu'on peut avoir quelques-uns de ces éléments, pardon ? Alors bien évidemment pour notre filière à nous de la pêche des produits de la mer, mais je le rappelle aussi, il ne faut pas uniquement raisonner au regard de notre filière, bien sûr. On est bien évidemment, je vous le rappelle, dans un contexte, dans un cadre européen. La pêche est, selon les traités, compétence exclusive de l'Union, et l'APCP donc est une des politiques communautaires de pointe, et en tout cas sur le sujet particulièrement concerné. Je le rappelle, les impacts effectivement sont particulièrement importants pour notre filière. Un Brexit sans accord pour nous, c'est un enjeu qui est considérable, puisque si on prend les chiffres agrégés au niveau macroéconomique, et bien évidemment donc à notre niveau déjà français, c'est la perte de 20% en volume de nos captures annuelles en moyenne sur une période lissée, et c'est 20% en valeur, à savoir 170 millions d'euros. Et effectivement, pour le secteur aval, c'est une perte au moins donc de 15% à la fois en activité et en valeur par rapport aux chiffres générés par les captures qui sont effectuées dans les eaux britanniques. Rappelez aussi que donc cet impact, il faut aussi le replacer dans une vision un petit peu plus générale, qui est que celle des flux commerciaux. Je rappelle que donc pour le Royaume-Uni, nous avons une balance des flux commerciaux en matière de produits de la mer qui est un peu particulière, puisque c'est à la fois un pays extrêmement exportateur, mais aussi extrêmement importateur en matière de produits de la mer. Le Royaume-Uni exporte 2 milliards d'euros à peu près de produits de la mer, dont 440 vers la France et 820 vers l'Union européenne. Mais aussi, il importe en retour un peu plus de 1 milliard d'euros de produits de l'Union européenne vers son marché intérieur, et à peu près 80 millions venant de la France. Donc vous le voyez, on est quand même dans une configuration aussi au niveau donc des flux commerciaux qui est assez particulière, avec effectivement la question posée en filigrane donc de l'accès à notre marché. Quand je dis notre marché, c'est bien sûr le marché français, mais aussi le marché communautaire, pour lequel effectivement il y a un tropisme britannique qui est assez important. Concernant ensuite l'impact de façon un petit peu plus précise d'un Brexit sans accord pour notre filière des produits de la pêche, je rappelle que dès 2016-2017, bien sûr, on a travaillé sur le sujet en lien étroit avec la profession. Je voulais d'ailleurs
faire une toute petite parenthèse pour rappeler que l'ensemble de ces chiffres, l'ensemble des réflexions a toujours été mené, je dirais, de façon tout à fait claire, transparente et collective avec le comité national et effectivement, me semble-t-il, l'information plus largement dispensée auprès de tous les intéressés. Et donc, vous rappelez que pour l'image globale, donc ensuite, si on descend un tout petit peu plus précisément, on a 580 navires qui sont donc concernés par la pêche dans les eaux britanniques, 580 navires, c'est-à-dire selon effectivement le critère statistique qu'on a choisi et qui est la pêche d'au moins 1 kg de capture dans les eaux britanniques, donc sur 2017 ou 2018. Après, effectivement, si on rentre un petit peu plus précisément dans l'impact par rapport à la flotte et aux flottilles, on a à peu près un peu plus de 200, c'est-à-dire en fait 220 navires qui sont concernés, c'est-à-dire les navires parmi les plus productifs et qui, eux, effectivement, ont un degré de dépendance d'au moins 20% pour leur chiffre d'affaires au sein des eaux britanniques. Ce degré de dépendance, après, si on rentre un petit peu plus dans le détail, mais je ne vais pas forcément être très exhaustif, effectivement, montre des classes de dépendance qui s'étagent de 20% jusqu'à malheureusement 90 ou 95% de leur activité, donc dans les eaux britanniques. Je voudrais aussi rappeler, donc par rapport à ces chiffres de dépendance, que bien sûr, vous le savez, l'ensemble des négociations s'établit au niveau communautaire. L'ensemble des États membres a donné délégation, donc a donné un mandat à l'équipe de M. Barnier de la TF50, ça veut dire la Task Force 50, c'est-à-dire la force de négociation sur le Brexit de l'Union européenne. Donc, et c'est sur l'ensemble de ces sujets, donc effectivement, nous avons un seul et unique négociateur européen, ce qui est une bonne chose. Et donc ne pas oublier que pour l'impact, bien évidemment, nous ne sommes pas les seuls concernés par les enjeux d'un Brexit sans accord. Et vous citez juste quelques chiffres de la dépendance aussi d'autres États membres communautaires, donc d'autres États membres, pardon, concernés par un Brexit sans accord. Rappelez que, par exemple, pour la Belgique, la dépendance aux eaux britanniques, c'est 45% en volume de l'activité annuelle de leur flotte, et c'est 50% en valeur. Rappelez que pour le Danemark, c'est 39% de dépendance en volume annuel et 30% en valeur. Rappelez que pour les Néerlandais, c'est 40% en volume et pas loin de 30% en valeur. Donc tout ça pour redire qu'effectivement, à la fois au sein des négociations menées donc par M. Barnier au nom de l'Union européenne, mais aussi bien évidemment par rapport donc à l'ensemble donc des priorités de l'action communautaire, l'important a été pour nous et pour nous bien évidemment de rester parfaitement unis avec les 7 autres États membres concernés par un Brexit sans accord. Merci pour ces éléments extrêmement factuels qui seront sûrement précisés par les différents acteurs de la filière. Et justement, pour reprendre ces derniers mots sur l'aspect de négociation uniforme au sein de l'UE 27, je passerai la parole maintenant à Hubert Carré, donc pour le CNPM, pour nous expliquer un petit peu justement ce qui a été fait par le secteur pêche dans le cadre des négociations en cours sur le Brexit. Oui, merci. Bonjour à tous. Oui, donc le comité national défend et représente les intérêts des pêcheurs français. Et donc le comité national comprend évidemment tous les comités régionaux, les comités départementaux, les OP, le maraillage. Et effectivement, lorsqu'il y a eu les résultats du Brexit, tout de suite, on a bien compris que la pêche elle a été fortement impactée. Et donc, on a eu 2 réflexes. On a d'abord, on est remonté très haut, c'est-à-dire au niveau du président de la République et du Premier ministre pour leur dire attention, vous allez avoir un sujet majeur en ce qui concerne le Brexit. Certes, il y a une affaire géographique entre les 2 Irlandes, mais vous allez avoir un gros problème géographique qui est effectivement le secteur de la pêche, puisque l'espace maritime va être concerné. Et puis le deuxième réflexe, ça a été tout de suite, puisque effectivement c'est bien la Commission européenne qui négocie. Donc ça a été de se rapprocher rapidement du négociateur qui avait été désigné, Michel Barnier, qui avait été un ministre en charge de la pêche, donc avec lequel on avait toujours entretenu de bonnes relations.
Et donc, l'idée, ça a été tout de suite de dire, bien sûr, et comme l'a rappelé Philippe, il y a les intérêts français, mais il y a les intérêts européens. Et donc, tout de suite, on a fait une association. Alors, c'est vrai qu'on a vu déjà quelques sujets communs avec un certain nombre de pays, notamment la pêche en eau profonde. Et donc, on avait déjà appris à se connaître. Et on a décidé de faire une association pour, je dirais, montrer qu'on avait tous un intérêt commun. Et je tiens à le souligner, on a été le seul secteur à rapidement se coordonner et à créer une association. On a eu, je dirais, à l'occasion de débats au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, des auditions conjointes avec nos amis agriculteurs ou nos amis d'autres secteurs industriels, notamment automobiles et ça. Et donc, on a été, et on reste les seuls à s'être fédérés au niveau européen. Et je pense que cette dynamique a été très forte. Donc le souci, c'était bien de ne pas tomber dans un travers dans lequel on aurait pu nous singulariser, c'était de dire accès aux eaux contre accès au marché, puisque Philippe vous a rappelé les flux. Nous, on voulait être, je dirais, mieux sécurisés, parce qu'il faut revenir un petit peu en arrière, il faut faire de l'histoire. Il faut savoir que d'abord, ce n'est pas la politique commune de la pêche qui a tué la flotte britannique, contrairement à ce qui a été dit par un certain nombre de Brexiteurs et qui ont convaincu les pêcheurs du Royaume-Uni à voter à 99% en faveur du Brexit. C'est qu'en réalité, il y avait eu la guerre de la morue dans les années 70 qui avait interdit aux eaux européennes d'accéder, et surtout aux eaux britanniques, aux flottes britanniques d'accéder aux eaux de l'Islande. Il faut qu'ils avaient décidé de passer de 12 à 200 nautiques. Et ça, c'est un élément important. Et donc, il faut savoir aussi que la pêche a toujours été un petit peu le grain de sable qui a empêché, notamment l'Islande, mais aussi la Norvège, d'adhérer à l'Union européenne. Et on ne voulait pas que certaines personnes disent « Oh là là, la pêche, c'est compliqué, on traitera ça dans un deuxième temps ». Non, ce que l'on voulait, c'est que la pêche soit vraiment au cœur de la négociation, qu'elle ne soit pas oubliée, et si vous me permettez, c'est un peu cette expression, qu'elle soit encapsulée dans un accord global. Alors, c'est pas accès au marché contre accès aux zones, c'est beaucoup plus large. Je vais vous donner un exemple, c'est accès aux eaux britanniques contre, par exemple, l'accès, la possibilité des avions britanniques d'atterrir sur le sol français. Voilà, c'est un cadre beaucoup plus global. Et bien entendu, comme l'a rappelé Philippe, il y a donc un accord de sortie qui est négocié. Ce n'est pas un accord de pêche avec le Royaume-Uni, c'est un accord global qui ouvre après, effectivement, les négociations pour avoir un accord de pêche équilibré entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et bien entendu, il y a une longue tradition de pêche entre la France, mais entre la France et le Royaume-Uni et tous les autres pays européens. Et on a tous vocation, effectivement, à travailler dans un deuxième temps, une fois qu'on aura eu cet accord de sortie, pour avoir, je dirais, une gestion intelligente, équilibrée, tous ensemble, dans un secteur qui est un petit peu compliqué, parce que tout à l'heure, vous avez vu la carte, on a des eaux quand même relativement resserrées et des eaux donc, qui peuvent être complexes, notamment en matière de gestion de l'espace, d'autant qu'en plus est venu se greffer les problématiques de Natura 2000, les problèmes de parcs éoliens qui font qu'on doit avoir une gestion intelligente. Merci. Donc on voit effectivement que tout le monde a œuvré globalement pour essayer de préparer au mieux cette négociation qui est toujours en cours. Mais il y a aussi des mesures préparatoires pour se préparer au pire, et notamment à un Brexit relativement dur tel qu'il était évoqué. Donc je vais repasser la parole à Philippe de Lambert-Desgranges pour nous évoquer ces éléments-là de mesures préparatoires qui sont prévus dans le cadre d'un Brexit dur. Merci. Oui, voilà. Oui, donc concernant effectivement donc l'éventualité d'un Brexit sans accord, effectivement donc au regard des enjeux et des impacts qui ont été précédemment décrits et analysés,
forcément, il y avait la nécessité de pouvoir établir donc ce qu'on appelle les mesures de préparation. Alors, vous avez peut-être entendu beaucoup d'appellations qui parfois sèment un peu la confusion. En fait, ce sont des mesures, bien sûr, de soutien du secteur, que ce soit la pêche ou que ce soit, bien sûr, toute la filière, en cas de Brexit sans accord, au regard des conséquences préjudiciables donc, du Brexit sans accord. Je voudrais quand même rappeler, parce que c'est quelque chose qui n'apparaît pas toujours lorsqu'effectivement on regarde à la fois de façon cartographique, comme on l'avait derrière tout à l'heure, mais aussi au niveau des chiffres, donc l'état de notre dépendance. Effectivement, donc nous, les 8 États membres, les flottes et les flottilles des 8 États membres sommes fortement dépendants des eaux britanniques. On est à peu près dans un rapport de 100 000 tonnes pour 680 000 tonnes. Les flottilles britanniques pêchent à peu près 100 000 tonnes dans les eaux communautaires et nous 680 000 tonnes au sein donc, des eaux britanniques. Alors effectivement, il faudrait aussi pouvoir décomposer un peu cette pêche parce que dans ces 680 000, il y a aussi notamment tout ce qui est la pêche minotière. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, nous sommes dans un fort rapport de dépendance, mais que ce fort rapport de dépendance doit être aussi quand même regardé par rapport aux 100 000 tonnes qui sont effectuées en tant que pêche donc dans les eaux communautaires, et qui, de notre point de vue, ne sont pas tout à fait négligeables en termes effectivement d'attractivité. Je voudrais aussi rappeler un deuxième point qui est quand même assez important par rapport effectivement à l'ensemble des chiffres qui caractérisent cette dépendante. C'est que effectivement, donc nous avons, comme Hubert a pu le rappeler, au niveau du volet professionnel, nous avons travaillé donc de façon très étroite et très unie les 8 États membres sur le sujet, à la fois donc pour bien redire au niveau communautaire toute la priorité que doit représenter la pêche professionnelle et la filière au sein bien sûr des négociations. Ça, c'est la première des choses, et il me semble que vous avez pu constater que cette priorité, à la fois dans les déclarations lorsqu'elles ont lieu sur la pêche au niveau des conseils européens, mais aussi bien évidemment ici en France au sein des plus hautes autorités, le président de la République lui-même, mais aussi en faisant et en rappelant aussi que nous souhaitons toujours, et c'est véritablement une priorité pour nous, Hubert l'a rappelé, que la négociation de tous nos intérêts concernant la pêche soit effectivement, si je puis dire, englobée, encapsulée dans la grande négociation globale des relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, puisqu'effectivement le rapport de force ne nous est pas favorable, et donc effectivement il faut remonter au niveau plus général sur l'ensemble donc des activités et des domaines pour effectivement faire valoir pleinement donc la défense donc de nos intérêts. Toujours est-il que bien évidemment la prudence élémentaire et la responsabilité élémentaire demander effectivement, face aux impacts et face à l'éventualité d'un Brexit sans accord, de pouvoir se préparer pour effectivement donc soutenir notre secteur donc en cas de Brexit sans accord. Donc effectivement, la première des choses, c'est que des mesures dites d'urgence ou de contingence, selon aussi le vocabulaire, ont donc été préparées sur base de la proposition donc de la Commission. Et effectivement, nous avons 2 grands règlements communautaires qui ont été modifiés pour se préparer à cette éventualité-là. Le premier règlement communautaire, je vais y venir, c'est effectivement le règlement relatif au FEAMP, qui a effectivement adapté par rapport à la spécificité du cas d'un Brexit sans accord, ce qu'on appelle la mesure 33, c'est-à-dire la mesure prévoyant donc des arrêts temporaires donc indemnisés par le FEAMP. Et donc effectivement, le texte a été modifié en ce sens pour prévoir cette possibilité-là par rapport à ce cas particulier, puisqu'effectivement le règlement à l'origine, lorsqu'il a été voté, n'avait pas été écrit dans ce sens. Et donc, effectivement, nous avons à la fois mis en place donc, le texte qui permet d'avoir le cadre permettant d'utiliser ces arrêts temporaires. Nous avons mis aussi en place, bien sûr, bien évidemment, l'enveloppe, les financements qui permettent effectivement donc, de pouvoir répondre donc, à la demande des armements donc concernés et en tout cas éventuellement preneurs donc de l'arrêt temporaire, puisque je vous rappelle une chose importante, les arrêts temporaires sont un dispositif qui est mis à disposition des armateurs, mais qui bien évidemment n'est pas obligatoire et donc effectivement mis à disposition donc à peu près des 220 navires effectivement qui sont dans le degré de dépendance que j'ai indiqué. Le deuxième des points aussi concernant toujours cette préparation donc par rapport à l'éventualité d'un Brexit sans accord, avec la mise à disposition de façon adaptée des arrêts temporaires,
ça a été de notre côté, au niveau national, d'essayer de nous préparer au mieux. Et nous préparer au mieux, nous avons considéré aussi qu'il fallait faire en fait, en quelque sorte, un test à blanc de ces arrêts temporaires. Vous le savez, je ne vais pas alimenter quelque chose qu'on entend souvent familièrement, auquel j'adhère pas forcément, et qui est la complexité de la gestion du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. En tous les cas, effectivement, la mesure arrêt temporaire indemnisé est une mesure un peu complexe au sens où elle fait intervenir un certain nombre d'acteurs pour qu'effectivement on arrive au versement de l'aide. Il y a effectivement les services déconcentrés, les DIRM, bien évidemment l'armateur, mais intervient aussi l'ENIM, intervient aussi la Directe, intervient aussi bien sûr l'agence des services de paiement. Donc effectivement, on a souhaité faire un test à blanc avec des armements volontaires et effectivement donc ce test est quasiment terminé et on va en tirer les leçons. On en a déjà tiré les leçons, qu'il s'agisse bien évidemment de la mise en place des procédures vis-à-vis des services, l'instruction vis-à-vis des services, qu'il s'agisse des imprimés relatifs à ces demandes-là, qu'il s'agisse de l'ensemble des conditions requises pour qu'ensuite le comptable puisse payer dans de bonnes conditions, puisqu'effectivement c'est ce qui nous importait sur le sujet. Donc voilà, concernant la première des grandes mesures, effectivement, la mise à disposition en cas de Brexit sans accord pour les armements dépendants donc des arrêts temporaires indemnisés. Une deuxième disposition qui apparaît peut-être beaucoup moins dans les débats, mais qui nous semble-t-il est aussi important, ça a été la proposition de la Commission européenne de modifier ce qu'on appelle le règlement SMEF. Donc ça, c'est l'acronyme anglo-saxon. Ça veut dire gestion durable des flottes externes, c'est-à-dire gestion de nos flottes communautaires lorsqu'elles sont dans les eaux d'un autre pays. Et effectivement, on a modifié donc ce règlement-là pour permettre le cadre juridique de pouvoir recevoir la possibilité du côté britannique d'échanges temporaires réciproques de licences. Donc j'insiste sur le sujet, sachant que ce règlement est encore modifié puisqu'on l'avait prévu au regard des premières négociations et du premier calendrier que jusqu'à la fin du mois de décembre 2019. Et là, il est en cours de modification pour voir sa date de validité, donc prolongée jusqu'au 31 décembre 2020. Donc pour résumer, c'est se mettre en position de pouvoir procéder, s'il y a initiative britannique sur le sujet, à des échanges temporaires réciproques, donc de licences concernant nos flottes, ne serait-ce que pour assurer une continuité et effectivement pas une rupture dans le cadre de l'exploitation. Ce sont donc les deux grandes mesures dites d'urgence ou de contingence qui ont été préparées, qui ont demandé un gros effort, mais bien évidemment, je le rappelle aussi, en pleine concertation avec le comité national et l'ensemble des acteurs de la pêche professionnelle. Évidemment, bien évidemment, derrière, il y a aussi un deuxième volet qui est aussi les aides nationales. Donc les aides nationales telles qu'envisagées, effectivement, ce sont d'une part les aides tout à fait classiques d'aide à la trésorerie des entreprises impactées, qu'il s'agisse bien sûr des armements ou aussi donc de l'ensemble de la filière aval, d'une part. Deuxièmement, au niveau des aides nationales, qu'il s'agisse donc, au niveau des aides nationales, donc qu'il s'agisse donc de report de cotisations sociales ou de report d'obligations fiscales. Et le deuxième point aussi au niveau des aides nationales, c'est effectivement l'adaptation du dispositif, particulièrement important au regard de la spécificité de notre filière, donc de la pêche et des produits de la mer, de ce qu'on appelle l'activité partielle. L'activité partielle, c'est le nouveau nom en fait du chômage partiel. Et effectivement, l'adapter donc en supprimant le délai de notification pour le bénéficiaire, qui est de 15 jours, et effectivement pour le rendre immédiat, parce que justement, face à des flux tendus, il faut que ce délai ne soit plus opposable et soit donc adapté à l'activité. Voilà. Il y a un dernier point effectivement qui est aussi important, même si il apparaît peut-être plus complexe parce que c'est souvent des termes de spécialistes. C'est aussi, mais vous l'avez vu effectivement dans l'ensemble de l'actualité, c'est la mise en place effectivement de l'éventualité d'une frontière en cas de Brexit sans accord pour le 1er octobre. Et donc, bien évidemment, la mise en place à la fois des services, des nouvelles procédures, puisque n'oubliez pas, il n'y a plus de frontières entre nous et le Royaume-Uni depuis un peu plus de 35 ans.
et effectivement la mise en place des différentes formalités et donc des différentes vérifications requises, et notamment pour nous, notre secteur de la pêche et des produits de la mer, puisque je vous le rappelle, il y a quelque chose tout à fait particulier nous concernant, qui est aussi l'exigence des certificats de capture. Vous le savez, tout ce qui est vendu au niveau des produits de la mer au sein de l'Union européenne doit avoir été produit donc dans des conditions de légalité. Et lorsque ça vient d'un pays tiers, en l'occurrence, effectivement, s'il y avait Brexit sans accord venant du Royaume-Uni, la légalité de cette capture doit pouvoir être prouvée, et c'est la raison pour laquelle nous exigerons donc le certificat de capture. Voilà ce que je peux dire. Enfin, je suis déjà très très long et voilà. Oui, bah c'est complet en tout cas, je pense. Maintenant, l'intérêt, je pense que c'est qu'on puisse confronter un petit peu cet état des lieux et puis également ces mesures qui ont été décrites avec l'ensemble des acteurs de la filière. Et en premier lieu, je vais passer la parole à donc, Jacques Pichon, qui est directeur de l'armement La Houle, donc qui fait partie au moins des 220 navires qui sont identifiés comme les plus impactés. Donc voilà, on va voir son point de vue sur l'ensemble de ces éléments. Oui, bonjour. Effectivement, sur les 220 navires dont on parlait tout à l'heure, il y en a 8 chez nous, 8 sur les 10 qu'on a actifs à Saint-Guénolé, qui sont impactés, qui sont donc dépendants à plus de 20% des eaux britanniques. Donc ça pose évidemment un gros problème. Enfin, il faut quand même rappeler aussi qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, on ne sait toujours pas si dans 10 jours, on aura à faire face à un Brexit sans accord ou pas. Tout porte à croire quand même que dans le pire des cas, on risque d'avoir un nouveau report qui sera proposé, puisque maintenant, même le gouvernement britannique a affirmé hier qu'en tout état de cause, il demanderait ce report. Donc voilà, donc j'espère, parce que pour nous, ça poserait de réelles difficultés, malgré tout ce qui a été mis en place et ce qui a été rappelé tout à l'heure, d'avoir à faire face à ce Brexit qui nous exclurait de fait, au moins pendant une période, des principales zones de pêche où on travaille et qui sont présentées ici. Donc là, vous voyez, bon, c'est pour l'année 2017, les choses ont un peu évolué depuis, puisque on est un peu moins dépendant des eaux britanniques et un peu plus présent dans les eaux irlandaises. Néanmoins, on reste, et surtout en saison hivernale, très présent dans les eaux britanniques pour des raisons simplement de sécurité. Nos bateaux sont d'une taille qui ne permet pas d'être présents à l'ouest de l'Irlande pendant l'hiver, compte tenu des fortes houles qu'on y trouve. Donc nous, en cette saison, on travaille quasi exclusivement dans les eaux britanniques. Alors en regardant la carte qui est là, on voit tout de suite quelles seraient nos possibilités de repli en cas de Brexit sans accord. Je reviendrai tout à l'heure sur les possibilités qui nous sont offertes d'arrêt temporaire. Donc on a soit la possibilité de reporter l'activité des bateaux sur les eaux irlandaises, donc au nord et à l'ouest avec des eaux britanniques, avec les limites que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des conditions de mer qui ne sont pas toujours maniables, et donc évidemment pour nous la priorité c'est la sécurité des équipages. On ne peut pas envoyer les bateaux dans n'importe quelle condition de mer travailler dans ces endroits-là. Et puis aussi, on ne peut pas non plus forcément travailler de façon très simple dans les eaux irlandaises, déjà parce qu'une fois qu'on est dans les eaux irlandaises, on est très loin de nos bases en Bretagne, et donc il faut qu'on débarque notre poisson en Irlande pour le rapatrier au Guilvinec, où on vend 100% des 3200 tonnes qu'on pêche chaque année. Donc il faut qu'on ait des lignes de transport qui soient suffisantes et régulières. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des lignes directes d'Irlande vers la France, des lignes de ferry. On a 5 ferries par semaine, directes. Et ça ne pose pas véritablement de problème aujourd'hui, parce que quand les ferries directs ne sont pas disponibles, on passe par le Royaume-Uni. Si on devait faire la même chose en cas de Brexit sans accord, on ferait appel au processus qui
qui est à l'étude actuellement avec la douane, les services vétérinaires, etc., et qui est le principe du land bridge, où on traverserait le Royaume-Uni, mais dans des conditions spéciales. Mais tout ça nous suppose de nouvelles contraintes pour nous, faire appel à un agent accrédité en douane, des délais de préavis qui sont pas toujours compatibles avec notre activité, une administration extrêmement lourde qui feront que probablement on évitera absolument d'avoir recours à ce moyen. Dans d'autres pays, les Espagnols, on sait déjà que la région Galice en Espagne prévoit de mettre en place des lignes directes entre l'Irlande, nouvelles lignes évidemment, des lignes directes de ferry entre l'Irlande et la Corogne d'une part et et Vigo d'autre part, qui évidemment permettra aux bateaux espagnols qui travaillent dans les mêmes eaux que nous d'avoir une activité normale. Pour nous, je suis pas sûr que ce soit exactement la même chose. On s'est rapproché de nos transporteurs habituels. On nous dit qu'en Irlande, on prévoit d'augmenter les fréquences de ferry, mais bon, on n'a rien de sûr pour le moment. Donc ça, c'est une difficulté qu'on aura. Mais la plus grosse difficulté, et qui est totalement inconnue et difficile à prévoir aujourd'hui, c'est la réaction des autres pêcheurs qui seront confrontés aux mêmes difficultés que nous. Tous ceux qui sont actuellement en West Écosse, même au nord de la mer du Nord, certains qui sont présents en Manche, qui devront se reporter, et on se retrouvera tous dans un périmètre relativement étroit. Au sud de l'Irlande, à l'ouest de l'Irlande. Donc évidemment un terrain plus étroit à partager, mais avec en plus de gros problèmes de cohabitation, parce que en West Écosse par exemple, il y a une flotte relativement importante de palangriers et de fileyeurs qui viendront probablement se reporter sur le sud-ouest de l'Irlande. Et donc, évidemment, là, on a les problèmes traditionnels qu'on rencontre entre chalutiers et palangriers et ardormants auxquels on aura à faire face. Ça, c'est quelque chose qu'on pressent, mais qu'on ne peut pas, évidemment, anticiper, puisque ça dépendra de la réaction individuelle de chaque armateur confronté au problème. L'autre zone où on pourrait se trouver, c'est dans le nord du golfe de Gascogne, sachant que pour nous, notre flotte en particulier, la façon dont elle est équipée, on ne peut pas travailler à proximité de la Bretagne ou tout proche de la Bretagne, compte tenu de la nature des fonds qu'on y rencontre. Nos bateaux ne sont pas équipés pour aller travailler sur des fonds durs, donc seuls endroits où on pourrait travailler dans le golfe de Gascogne, c'est le long de l'accord et en ciblant les espèces qu'on cible traditionnellement. En grande partie la baudroie, on trouve à peu près dans les mêmes conditions là que celles qu'on trouve à l'ouest de l'Irlande. Bon, là, évidemment, se posera un problème, parce qu'il y a déjà des flottes présentes dans ces endroits-là. Il peut se poser un problème de quota, mais ça, Yves en dira plus loin. Mais en réalité, ce problème est tout relatif, parce que moi, je connais un peu déjà la réglementation communautaire. Le règlement TAC et quota prévoit déjà des possibilités de capture des quotas de la zone 7 dans la zone 8. Donc je dirais que cette flexibilité et cette capacité d'adaptation qui va nous être demandée, elle est déjà prévue dans les textes. Et en théorie, on est en capacité de pêcher 2000 tonnes de quotas de baudroie, par exemple, 2000 tonnes de quotas de baudroie de la zone 7 en zone 8. Donc, à mon sens, le problème de quotas est quasi secondaire. C'est plus un problème, là encore, de cohabitation et d'avoir à confronter, de mettre ensemble beaucoup de bateaux dans les mêmes zones. Alors évidemment, il y a aussi la solution qui a été proposée là tout à l'heure avec les arrêts temporaires. Et pourquoi j'en parle qu'à la fin, c'est que, à mon sens,
des armements comme le nôtre ont une certaine responsabilité. Nous, on doit représenter en chiffre d'affaires à peu près 20% de ce qui est vendu sous la criée du Guilvinec. Il est bien évident que si on arrêtait 8 des 10 bateaux qui sont éligibles chez nous, et ça pendant 9 mois, ça priverait les mareyeurs, en premier lieu les mareyeurs présents sous la criée du Guilvinec, d'une part conséquente du produit qu'ils travaillent. Et on n'est pas du tout sûr qu'à notre retour, 9 mois plus tard, on trouverait encore la filière en l'état où on l'a laissée à notre départ. Et je pense qu'on a une responsabilité aussi pour faire en sorte que ces gens puissent continuer à travailler, plus ou moins, et chacun à son niveau. On est bien conscient que ce n'est pas avec nous tout seuls qu'ils vont survivre, mais enfin, je pense que chacun doit aussi apporter sa pierre à l'édifice. Donc cet effort qu'on est prêt à consentir en vaut un autre, c'est-à-dire que pour pouvoir continuer à travailler, il va falloir nous faire de la place, et je ne doute pas qu'on la trouvera. Voilà. Merci beaucoup. Bonne entrée en matière, il me semble en tout cas, qui évoque pas mal des problématiques réelles au niveau de la production. Donc, pour revenir effectivement sur ces questions plus de report potentiel, d'organisation des activités, gestion des quotas éventuellement, je vais passer la parole à Yves Fouezon, donc le directeur de l'OP, Organisation de producteurs des pêcheurs de Bretagne. Oui, bonjour à tous. Pour remettre en perspective les impacts possibles sur la flotte de notre organisation, je vais juste rappeler quelques chiffres. Donc, on a à peu près 650 navires. Nos adhérents débarquent environ 100 000 tonnes, qui représentent 330 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'au sein de notre organisation, on a à peu près 100 navires qui sont concernés, impactés par le Brexit. Alors après, avec un taux de dépendance qui est relatif, c'est-à-dire que ça va de quelques pourcents à 100%. Si on prend par exemple les 46 mètres de l'Ascapèche qui travaillent Ouest Écosse. Mais ces 100 navires, donc je rappelle par rapport aux 650 navires, représentent 157 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est quasiment 50% du chiffre d'affaires des adhérents de notre organisation. Donc, vous pouvez imaginer l'impact ou le déséquilibre que ça peut avoir au sein de notre organisation. Et sur ces 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y en a 66 millions qui sont réalisés dans les eaux britanniques et on a environ 70 navires qui ont un taux de dépendance supérieur à 20% par rapport aux eaux britanniques. Le taux moyen de dépendance, on va dire, pour les bateaux concernés est de 42%. Mais on a par exemple les 46 mètres de l'Ascapèche, où là, c'est 100% de taux de dépendance qui travaillent West Écosse. Et forcément que l'ensemble de ces navires, ce sont les plus gros navires. Donc si on est ici à Lorient, un bateau comme l'Ascapèche amène sur un port comme Lorient beaucoup d'espèces à fileter, donc qui font énormément travailler les magasins de marée. Et donc c'est aussi l'emploi au sein des magasins de marée qui sera impacté. Alors, l'anticipation par rapport aux impacts, alors on ne va pas redécrire les différents scénarios que Philippe a éventuellement présentés, mais évidemment qu'en cas de no deal, si demain, du jour au lendemain, on nous dit la porte est fermée, vous n'avez plus le droit d'aller dans les îles britanniques, si je reprends l'exemple d'un 46 mètres de l'Ascapèche, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B, c'est-à-dire le bateau, il stoppe, il rentre à Lorient et c'est terminé. Après, la difficulté, comme l'a souligné Jacques, c'est de savoir le comportement individuel de chaque armateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Et son taux de dépendance. Parce que si vous êtes dépendant à 10 ou 20% de votre chiffre d'affaires dans les eaux britanniques et que vous l'êtes à 50 ou plus, la stratégie d'un armement ne va pas être la même. Et sa capacité à pouvoir, ou que la capacité que l'organisation de producteurs aurait à lui trouver des solutions alternatives qui pourraient potentiellement compenser son chiffre d'affaires, sont complètement différentes d'un armateur à un autre, voire au sein d'un même armement, d'un bateau à un autre. Alors, là, il y a une notion qu'il faut bien prendre en compte, c'est que même si sur le papier, on peut prendre tous les quotas, et Jacques l'a souligné, il existe des possibilités de flexibilité sur un certain nombre de quotas. Il y a une pêcherie, forcément, Ouest-Bretagne, qui fait l'objet d'une attention particulière, qui est l'Haute-Cardine,
gardinerait où, c'est vrai, sur le papier, il existe des possibilités de marge de manœuvre, parce que, pour vous citer quelques chiffres, on a des taux, par exemple, sur la lotte, de consommation, que ce soit entre la zone 8 ou la zone 7, de consommation de quotas équivalent à peu près à 75%. Sur la Cardine, en zone 8, on a un taux de consommation qui s'approche des 100%, mais il existe une flexibilité avec la zone 7 qui permettrait éventuellement d'avoir un report partiel d'activité. Et sur les raies, on est à peu près à entre 80 et 85% de consommation. Donc sur le papier, il existe des marges de manœuvre, certes, mais il ne faut pas oublier que dans le modèle économique, alors pour un armement, si on prend l'exemple de Jacques, qui est basé à Saint-Guénolé, et en fonction de ce qu'il a décrit, c'est-à-dire de la capacité à ces bateaux de travailler dans telle ou telle zone et de la façon dont ils travaillent avec les engins dont sont équipés les bateaux, il y a potentiellement des possibilités. Ce qui n'est pas la vérité, une vérité globale, c'est-à-dire que certains armements n'auront pas forcément cette capacité. Et il ne faut pas oublier qu'un armement, si on travaille en mer Celtique, où on n'y va pas forcément pour le plaisir, c'est-à-dire qu'à un moment, il cherche là où est la ressource et qu'il cherche sa rentabilité. Ça veut dire que si des armements, des codes d'armor, que ce soit l'armement Porcher ou Eouzan ou d'autres bateaux vont travailler en mer Celtique, c'est que, un, la ressource, elle y est, et que deux, ils ont mis en place un modèle économique rentable. Donc, il y a aussi avoir ça à l'esprit. Mais globalement, malgré des marges de manœuvre potentielles qui existent sur le papier, elles ne seront que partielles. Alors, si on prend les possibilités de pêche, alors, si on prend une approche globale, alors le no deal, c'est forcément, si c'est no deal, non accès aux eaux britanniques du jour au lendemain, c'est pas compliqué, c'est une perte nette sèche de chiffre d'affaires pour l'ensemble des bateaux. Si il y a une période transitoire comme ce qui est potentiellement négocié dans un accord avec le Royaume-Uni, quelle est la durée? On parle de 2 ans. Est-ce que ça se ferait dans les conditions actuelles, c'est-à-dire un prolongement notamment sur la gestion des quotas et des règles de la PCP? Ensuite, si on a un accord négocié, ce qu'on souhaite tous, pouvoir atterrir en douceur, ok, on peut avoir l'accès aux eaux britanniques, mais pour pêcher quoi et dans quelles conditions? C'est-à-dire qu'avoir accès aux eaux britanniques, c'est bien, mais quels seront les niveaux de quotas, enfin pour nous en tant qu'organisation de producteurs, qu'on pourra mettre à disposition de nos adhérents et répartir et permettre aux adhérents d'avoir une activité rentable. Parce que dans cette affaire, il faut quand même que les bateaux trouvent leur rentabilité, même si dans un premier temps, on devra faire face à une situation d'urgence. Parce qu'aujourd'hui, on peut mesurer les quantités de poissons, de chiffre d'affaires qu'on va perdre et qu'on réalise dans les eaux britanniques, mais demain, c'est un flou total et on n'en sait rien parce que quelles seront, même dans le cadre d'un accord négocié, les règles de gestion qui vont être définies entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui deviendrait à terme un pays tiers. Enfin, ce qui est clair, c'est que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il ne faut pas focaliser uniquement sur les gens qui sont impactés en termes de chiffre d'affaires sur le Brexit. Le Brexit va concerner tout le monde. Alors, au niveau de l'organisation de producteurs, on a, enfin, en France et toutes les organisations de producteurs en France, le principe, c'est la gestion collective. Donc, on se doit, dans un premier temps, à minima, d'apporter aux amateurs concernés, mais aussi à l'ensemble de nos adhérents, une réponse collective, même si elle n'est que partielle, mais le débat doit être collectif et au-delà même des organisations de producteurs, si on prend une région comme la Bretagne, elle doit aussi concerner le comité régional, les comités départementaux. Enfin, il y a tout un certain nombre d'aspects, au-delà de l'aspect purement quota, dont il faudra parler collectivement. Alors, si on prend au niveau, j'ai envie de dire, dans un premier temps, franco-français, rapidement, Jacques a évoqué les problèmes de cohabitation, des tensions possibles. Donc, les tensions avec
éventuellement pêche côtière. Ce que je veux dire, pêche côtière, c'est pas forcément les bateaux qui travaillent au plus près de la côte, mais des bateaux qui travaillent sur le poisson au large Ouest-Bretagne peuvent voir du jour au lendemain une flottille de plus gros bateaux arriver et avoir une activité, même le long des accords, sur certaines espèces ou sur une ressource qu'ils ne travaillaient pas forcément dans le passé. Donc, il y a la zone de pêche, l'impact sur la ressource, parce qu'il ne faut pas oublier que si on concentre un effort de pêche sur une ressource qui supportait déjà un certain niveau d'effort, demain, s'il y a plus de navires, une plus grosse pression sur le stock, quelles seront les conséquences en termes de ressources? Et les problèmes de cohabitation. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est déjà des choses qui vont se traiter au niveau franco-français. Et vous prenez exactement ces mêmes éléments et vous les dupliquez au niveau entre communautaire, c'est-à-dire entre la flotte française et la flotte communautaire, c'est-à-dire potentiellement des navires espagnols, des navires peut-être d'autres, enfin des pays, des bateaux qui seront encore dans l'Union européenne. Sachant que si on regarde, alors, non, il n'y a plus de carte, mais on voit bien que tout ce qui est Manche-Est, c'est un goulot d'étranglement, que si vous divisez, je caricature, mais si on divise la Manche en deux, le réflexe de remonter, ne va pas être de remonter mer du Nord, mais peut-être de chercher des portes de sortie, plus Manche-Ouest, et de venir vers les zones de pêche plus traditionnelles, notamment des flottes bretonnes, parce que étant une organisation bretonne. Alors, quelques chiffres Alors, je rappelle un point important aussi, c'est que si on a un déplacement de l'effort de pêche, forcément, il y aura une nécessité pour les scientifiques, sur les évaluations de stock, sur les définitions de quotas, de prendre en compte cette modification, cette modification d'effort. Et donc, comme ça a été rappelé, tous les efforts qui ont été faits, le RMD, machin, etc., etc., quid de l'impact de ce nouvel effort sur les avis scientifiques? Et peut-être demain des avis scientifiques qui seront encore dégradés du fait d'un Brexit. Donc, et de flottes qui travaillent, notamment, si on parle de la LOT, sur la LOT, où on a aujourd'hui sur le papier des TAC qui nous laissent une marge de manœuvre par rapport à la réalité de la consommation des quotas et de ce qui est pêché par nos adhérents. Mais si demain, en plus d'un report d'effort de pêche, on a un avis scientifique dégradé parce que augmentation d'effort de pêche, etc., vient dégrader l'avis et font qu'on a des propositions de quotas moindres. Enfin, c'est le pire du pire du pire du pire, mais je ne suis pas parano de catastrophisme, mais c'est quand même des choses à avoir en tête. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que de toute façon, les solutions, elles ne seront que partielles sur un aspect gestion pure de la ressource, disponibilité des quotas, réorganisation de l'activité de nos adhérents. On essaiera forcément d'y apporter, dans un premier temps, une réponse collective, mais il faut bien voir que ces solutions très partielles entraîneront mécaniquement une augmentation de l'effort de pêche et donc une surcapacité. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose aussi, c'est dans l'accompagnement, même si on affiche des enveloppes, des arrêts temporaires, etc., les arrêts temporaires, pour moi, ça ne peut être qu'une solution dans l'urgence, mais de très, très, très court terme. Parce que, enfin, je laisserai après le mareyage et l'aval mieux en parler que moi, mais forcément que la filière, les producteurs, collectivement, on doit continuer à alimenter les magasins de marée, les places de marché, etc., pour pouvoir espérer encore vivre demain. Voilà. Merci. Donc effectivement, on a parlé de réflexion collective, de responsabilité filière, et je pense que c'est important maintenant de passer la parole au maillon juste au-dessus, et notamment au mareyage, qui effectivement sera à la fois touché par ces éléments liés à la production nationale, mais aussi du fait d'un marché potentiellement dégradé avec le Royaume-Uni. Donc je laisse la parole à Frédéric Touliou pour nous évoquer ça, donc le président de l'Union du mariage français. Merci. Bonjour à tous. Alors, je
On va certainement être un peu redondant, mais je pense qu'au vu de la situation, on voit bien que tous les acteurs de la filière ont les mêmes problématiques. Donc côté mariage, effectivement, nous avions diligenté déjà en 2017 une étude pour caractériser les impacts du Brexit sur notre secteur et sur la filière. Cette étude, on l'a largement relayée. On a vraiment alerté les pouvoirs publics sur la situation potentiellement dramatique pour la filière, avec deux grandes inquiétudes qui en ressortent. Alors, des inquiétudes qui ont déjà été évoquées. L'interdiction d'accès aux eaux britanniques des navires français. Mais pour traduire en termes d'activité de transformation, nous parlons aujourd'hui de 26 000 tonnes pour le mareyage de produits achetés en criée, pêchés dans les eaux britanniques. 26 000 tonnes, c'est un chiffre conséquent. Chiffre, comme l'expliquait Yves, potentiellement supérieur, car si arrêt temporaire, les navires concernés ne pêchent pas exclusivement dans cette zone. Au niveau individuel, pour les entreprises du mareyage, il y a plusieurs catégories d'entreprises qui vont être touchées de manière différente. D'une part, de par leur typologie géographique, effectivement, un acheteur sur l'Orient va être différemment touché qu'un acheteur au Sable-d'Olonne ou un acheteur sur Boulogne. Mais aussi, ce que disait aussi ce qui a été dit tout à l'heure, la typologie des produits à l'achat. C'est-à-dire que les entreprises de filetage vont être beaucoup plus sensibles à ce risque. C'est une évidence. Notre deuxième inquiétude, celle-ci est beaucoup plus spécifique au mareyage, c'est les risques à l'importation. En effet, aujourd'hui, c'est très clair, le Royaume-Uni est un partenaire important pour le mareyage, avec environ 30 000 tonnes de produits concernés. Toutes les problématiques qui vont en découler, un gros risque de blocage de ces produits, il faut quand même l'évoquer, un risque de ralentissement des flux logistiques, ça a été évoqué aussi, des contraintes de droit et de formalités douanières, des certificats sanitaires, des certificats de capture. Enfin, nous travaillons déjà sur tous ces produits-là en flux extrêmement tendu, avec des produits ultra périssables, d'où notre vive inquiétude. Alors on va aussi projeter le... Voilà. Donc on va aussi projeter une carte sur l'ensemble des flux potentiels faisant suite au Brexit, bon, que je ne vais pas détailler précisément, mais on peut voir que le Brexit et ses effets va avoir des effets sur l'ensemble de la chaîne et va bouleverser significativement les équilibres de manière majeure. Alors, pour en revenir au secteur du mareyage, je pense que ce n'est pas être alarmiste de dire qu'aujourd'hui, on a beau tenir des beaux discours en se disant que potentiellement ou en présageant qu'à moyen terme, notre filière va se réorganiser. Certainement, ça, il n'y a pas de doute. Par contre, qu'en est-il pour nos entreprises à court terme? Nos entreprises ne tiendront pas le coup, c'est sûr, il faut l'entendre. Les trésoreries aujourd'hui sont au plus bas. Le moindre aléa les terrassera. Je pense que c'est très clair. Alors oui, effectivement, pour la transformation, on a entendu parler de mesures qui seront mises en place. Le chômage partiel, bon, très bien. Le potentiel report de charges. Pour moi, ces mesures ne sont pas du tout suffisantes. Et nous courons vraiment à la catastrophe. Nous alertons depuis des mois, mais aujourd'hui, nous sommes à 14 jours de l'échéance. Et nous ne savons toujours pas quoi faire. Alors, l'Union du mareyage français représente 500 entreprises et 12 000 salariés. Pour ma part, je trouve que ces chiffres sont représentatifs, mais le sont-ils pour tout le monde? En tout cas, on doit vraiment prendre nos responsabilités. Merci de cette présentation qui effectivement montre bien les éléments et les facteurs aggravants en tout cas de cette situation pour le secteur du mareyage. Je vais maintenant passer la parole à Christophe Hamel donc pour la représentation des halles à marée françaises et voilà, comme structure un peu intermédiaire, en tout cas la structure de service entre la production et la structure de commercialisation. Oui, merci Julien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, maillon intermédiaire, on n'est ni dans l'amont ni dans l'aval,
Mais on est là au milieu de tout ça. Effectivement, si les producteurs sont impactés et les acheteurs impactés, on le sera forcément. Alors, sur la carte que vous avez là, on peut voir en rouge et en jaune donc les halles à marée qui seraient les plus impactés par des baisses de volume liées au Brexit. Des baisses qui iraient de 15 à 70% pour la plus impactée qui est Roscoff en l'occurrence. Et en rouge, eh bien, vous avez Boulogne, donc Cherbourg, Erquy, Roscoff, je l'ai dit, le Guilvinec, Loctudy et Lorient qui sont vraiment au-delà de 25% d'impact liés aux baisses de volume. Alors ces baisses de volume, ça a déjà été dit, elles seraient liées effectivement à la forte proportion des navires hauturiers qui pêchent dans les eaux anglaises. Aux freins logistiques, Jacques en a parlé, liés au débarquement en base avancée, mais aussi au travail de nos cellules commerciales, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, bon nombre de criers travaillent avec des cellules commerciales, et l'acheminement de ces produits se fait majoritairement aujourd'hui via le Royaume-Uni. Et enfin, un risque quand même logique de voir les navires anglais empêchés de débarquer chez nous, ce qui est normal. Alors, si tu veux bien, Julien. Alors évidemment, nous, à la marée, on a vu deux risques principaux. On en a déjà parlé là, comme je suis le dernier, évidemment, je vais sans doute répéter des choses, mais il y a le risque social et le risque de marché. Pour le risque social, on a pour habitude de dire, je le répète, mais qu'un emploi en mer, c'est 4 emplois à terre. Ainsi, tous les services qui sont les services, effectivement, des halles à marée, de transport, de manutention, d'avitaillement, de réparation et de construction navale, et bien évidemment, seraient impactés. Alors, toujours dans le risque social, mais là mes collègues ont déjà bien évoqué le sujet, c'est la perte de compétences. Et sur le filetage, c'est énorme. Voilà, 60%, je crois que sur la région Bretagne et Normandie, des produits pêchés dans les eaux anglaises sont des produits à fileter. Donc vous voyez un petit peu l'impact. Et cette compétence filetage, elle est présente sur nos places de marché. Le mariage local, et principalement en Bretagne, et le mariage est placé sur les places de marché. Donc c'est important, on ne peut pas perdre ces compétences-là. Et même les compétences de tri du poisson, là je parle plus pour le personnel des halles à marée. Alors évidemment, il y a aussi, toujours dans le risque social, la précarisation des emplois, puisque bon nombre de mes collègues gestionnaires de la marée ont déjà, face à l'incertitude, j'allais dire, liée au Brexit, favorisé des contrats plus précaires de type intérim, de type CDD, quoi. Donc ça, c'est important. Enfin, sur le risque de marché, nous, à la marée, ce qu'on craint, c'est que pour sécuriser leurs approvisionnements, les mareyeurs favorisent les circuits courts, les achats en direct. Bon voilà, c'est notre fléau depuis un moment, mais là on craint que ça puisse monter en puissance. Et enfin, donc effectivement, une augmentation du prix. Déjà le prix il augmente régulièrement ces dernières années, parce qu'on est dans un marché de pénurie, mais que face aux baisses de volume annoncées pour le Brexit, une augmentation trop forte évidemment du prix du poisson pourrait faire fuir les consommateurs. Alors, si tu veux bien... Alors effectivement, toutes ces baisses de volume, pour les halles à marée, engendreraient quoi? Pourrait avoir comme conséquence la fragilisation, c'est évident, mais voire même la disparition de certains sites. Ce qui entraînerait évidemment un maillage territorial menacé. Donc c'est vrai que nous, gestionnaires de la marée, on est très sensibles à ce maillage territorial parce qu'on a toujours soutenu donc, la possibilité pour nos pêcheurs de pouvoir débarquer sur plusieurs sites, les sites les plus proches de leur zone de pêche, avec des services adaptés. On a également toujours soutenu le mariage local qui traite le produit brut débarqué localement. Donc c'est important pour nous de maintenir ce maillage territorial. Alors effectivement, face à ces baisses de volume, donc, on supposerait une réorganisation complète de la première mise en marché. Et là, donc moins de ventes, moins de disponibilité de l'offre. C'est évident que là, on est en train de réfléchir entre nous comment ça pourrait se passer. Mais dans les parades dont on arrivera tout à l'heure, on a imaginé déjà comment on pouvait... vendre autrement. Et alors évidemment, quid de l'enregistrement des produits de la pêche, des ventes, quid de la traçabilité et de la transparence. Ce sont les atouts que nous, on défend depuis des années en tant que gestionnaire de la marée. Et c'est vrai que pour le coup, si le Brexit annoncé nous incite à ce que les circuits courts se développent, on risque de voir moins de transparence dans la filière. Et enfin, la sécurisation des paiements pour ce qui est du risque. Et ça, c'est important. Tous les lots qui sont vendus dans les halles à marée aujourd'hui font l'objet d'un paiement sécurisé, avec l'aide évidemment des associations d'acheteurs. Mais c'est important pour le producteur aujourd'hui d'avoir cette sécurité au niveau des paiements. Alors voilà pour les risques identifiés à ce jour pour les halles à marée.
Merci Christophe. Donc, je vais me lancer dans une transition un peu compliquée, hasardeuse peut-être, parce que effectivement le tableau dressé par l'ensemble des acteurs, il est plutôt sombre, voire pas dire plus, sur les conséquences du Brexit. Mais bon, on peut quand même envisager peut-être qu'il y aura une relation future à négocier avec le Royaume-Uni et que les acteurs de la filière ont peut-être commencé un peu à réfléchir quand même au-delà des impacts immédiats et directs. Donc voilà, essayer de lancer, de voir s'il n'y a pas des réflexions, en tout cas sans parler peut-être d'opportunités, le terme est peut-être un peu provocateur, mais au moins des réflexions au sein de la filière qui pourraient amener à des évolutions. Et je vais commencer du coup par Christophe Hamel, parce que je sais qu'au moins au niveau des à la marée, il y a une étude de fait et qu'il y a au moins quelques réflexions en cours. Et après, j'espère que les autres pourront aussi évoquer ce point. Oui, alors évidemment, on a identifié quelques parades potentielles. Alors ce sont des parades potentielles, j'insiste bien. En même temps, on sait qu'aujourd'hui, une des premières actions qu'on pourrait mener, c'est continuer à développer et renforcer nos cellules commerciales. Aujourd'hui, on ne l'a pas dit ce matin, mais 60% des produits achetés dans la marée sont achetés à distance, par Internet. Or, on sait qu'un acheteur distant, il va se connecter sur une à la marée où il y a des apports réguliers, des apports conséquents. Et on a développé des cellules commerciales de façon à apporter le complément pour qu'on ait des apports réguliers. Donc il faut absolument qu'on poursuive cette action de développement des cellules commerciales. Alors évidemment, ces cellules commerciales, on les a développées en adéquation, en concertation avec le mariage. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas d'apporter des produits qui sont apportés aujourd'hui par nos producteurs et puis qui seraient en concurrence avec la production locale. Donc à chaque fois, on dit quelles sont les espèces dont vous avez besoin et on essaye, tant que faire se peut, c'est pas toujours évident. Il y a eu des cas où c'était compliqué, mais on est en collaboration avec l'OP aussi, c'est-à-dire que quand nous on fait venir du poisson de l'extérieur et que ça concurrence le produit local, on essaye de réagir assez rapidement. Je sais qu'avec Yves, on a eu quelquefois des discussions parce que voilà, il n'est pas question qu'on amène du produit qui ne va pas se vendre. Alors, collaboration intercriée. Alors ça, on essaye de renforcer la collaboration intercriée. Alors, c'est difficile au départ parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On est tous concurrents, malgré tout. Les à la marée sont concurrentes. Pourquoi ? Parce qu'on a des contrats de gestion à équilibrer. Mais il n'empêche qu'on doit travailler plus ensemble aujourd'hui. Alors, on l'a fait, on a commencé à le faire. On a mis en place un site de prise d'apport au niveau national. Mais maintenant, on va essayer de travailler sur peut-être des mutualisations sur des services logistiques notamment. Et aussi peut-être, et surtout, et ça nous est demandé par nos gestionnaires aussi, par nos concédants, de travailler sur l'harmonisation de nos outils de vente, notamment de nos plateformes d'achat. Alors, développer de nouveaux services, bon ça évidemment, alors sans une fois de plus marcher sur les plates-bandes de l'aval, hein, parce que quand je dis développer de nouveaux services, c'est développer de nouveaux services pour rester attractif, c'est-à-dire en fait pour développer de nouveaux services surtout au débarquement, en favorisant notamment, en améliorant les conditions de stockage des produits débarqués, par exemple, peut-être même en essayant de trouver des solutions pour mieux accueillir les équipages, parce qu'on parlait de base avancée, on parlait de rotation d'équipage. Ça, c'est important pour nous, gestionnaires de la marée, d'essayer de réfléchir comment on peut aussi mieux accueillir les équipages. Rester attractif en maintenant nos politiques d'investissement. Alors, c'est vrai que certaines à la marée ont mis en stand-by leur programme d'investissement face à toujours à l'incertitude liée au Brexit. D'autres, et j'en fais partie, et je suis content, ont maintenu leur programme d'investissement. C'est important. On doit toujours travailler sur la valorisation du produit, donc on en parle souvent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on renforce nos équipements pour améliorer la chaîne du froid, qu'on essaye d'améliorer le glaçage, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin, et notamment sur l'amélioration des conditions de travail, à la fois pour notre personnel, mais également pour le personnel de nos usagers. Et là, c'est des projets qui, au niveau breton, avancent pas mal. Alors, rapprochement des cris locales par une vente unique. Alors, effectivement, c'est un projet qu'on est en train de mener, qui fait peur un peu. Sauf qu'aujourd'hui, la technologie nous permet, si vous voulez, de faire la différence entre le lieu où le produit est présent physiquement et le lieu de vente. Et donc, l'idée, on l'a déjà testé c'était facile sur la sardine en Cornouailles, c'est-à-dire qu'on organisait une vente pour 3 ports de débarquement. Mais l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de dire, on fait un catalogue élargi, on peut faire un seul catalogue et une seule vente sur une espèce ou plusieurs espèces où il y a du volume, évidemment. Mais l'intérêt, c'est quoi ? L'intérêt, c'est que l'acheteur, il peut se connecter une seule fois sur une plateforme. Et puis, c'est l'intérêt pour le producteur, c'est pour moi une meilleure mise en concurrence du produit. Donc là, on travaille là-dessus et on avance assez bien. Mais
c'est toujours pareil, on mettra en place définitivement cette solution que si on est d'accord tous dans la filière. Parce que bon, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de discussions autour de ça. Et enfin, je dirais, nous, ce qui nous préoccupe, je l'ai déjà dit, c'est toute cette partie, je dirais, achat direct, développement du hors-crié. On va lancer une étude, donc on a une assemblée générale cet après-midi pour acter cette étude, enfin le lancement de cette étude. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de caractériser l'hors-crié. On n'a pas pour ambition que tout soit vendu en crié, parce que ce n'est pas une obligation en France. Mais l'intérêt pour nous, c'est d'essayer de favoriser l'enregistrement d'un maximum de produits dans nos halles à marée. On a besoin qu'il y ait une équité entre les producteurs qui débarquent, qui vendent chez nous, et ceux qui font des circuits plutôt occultes. On a besoin d'avoir une transparence sur le marché. Et donc, voilà sur quoi on va travailler là très rapidement. Merci beaucoup, Christophe. Voilà, j'essaye de lancer le débat. Je ne sais pas si d'autres intervenants peuvent évoquer ce point-là. Yves? Oui, alors la difficulté pour nous en tant que producteurs, c'est que quel que soit le scénario, mais dans le scénario le moins pire, c'est que la future règle du jeu, c'est-à-dire un accord négocié, la future règle du jeu, on ne la connaît pas. Donc on sait que il y a deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a le niveau entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, donc qui pourrait déboucher un accord sur un accord, et là on verra entre guillemets ce qui reste, la part du gâteau qui nous restera. Et après, il y aura aussi, en intracommunautaire, les tensions qu'il peut y avoir, parce que même si aujourd'hui, l'unité est le mot d'ordre, quand on rentrera dans les discussions sur un accord de pêche plus concret et sur ce qu'on devra se partager, je pense qu'on verra les choses un peu différemment. Mais ce sera, je l'espère, dans une phase très proche. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que personne ne peut lire dans une boule de cristal, mais on voit bien, et là on est en Bretagne et pour la région Bretagne, c'est que l'ensemble des acteurs, et que j'insistais tout à l'heure dans ma présentation sur une réflexion et une gestion collective, c'est que l'ensemble des acteurs des produits de la mer bretons, c'est-à-dire la réflexion, elle doit être commune et collective pour trouver des solutions. C'est-à-dire qu'on sait bien que... si on prend l'exemple du mariage, à un moment donné, forcément que le mariage, sa priorité, c'est que le producteur français puisse débarquer le maximum de poissons et répondre à ses besoins. Mais on sait déjà qu'aujourd'hui, au sein d'un magasin de marée, on ne couvre que partiellement les besoins. Donc, il y aura la question de l'import. L'import, on sait qu'ils en ont besoin pour vivre, mais si demain, on est aussi dans une position extrême, forcément que tout camion qui arrivera, et si on a des équipages ou des marins à terre, malgré tout, ça peut être un sujet de tension. C'est-à-dire la stratégie des places de marché demain face à l'intérêt même ou aux réactions, dans un premier temps, dans une situation d'urgence qui peuvent être épidermiques sur un port ou par rapport à certaines flottilles, forcément qu'il y aura là aussi des sujets de tension. Et je pense que pour gommer ça, c'est-à-dire que si chacun on reste dans notre coin, pour gommer ça, il faudra qu'au niveau, moi je parle au niveau régional parce que je suis breton, mais il faut que les acteurs de la filière soient tous autour de la table, justement pour dépassionner, prendre en compte les problématiques des uns et des autres. Jacques d'abord peut-être, puis après Frédéric, ou Frédéric d'abord alors. Frédéric Touliot. Moi je te rejoins complètement sur ce sujet. Il y a... Encore une fois, je répète, mais la problématique pour les entreprises aujourd'hui, c'est vraiment le court terme. Et on ne va pas pouvoir, au-delà de tout ce qui va se passer, dont on ne peut pas présager de ce qui va se passer, on ne peut pas en plus se rajouter des contraintes de ce type. Donc effectivement, les produits d'import, c'est un sujet qu'il faudra traiter, il faudra en discuter, mais ça n'est, pour les entreprises de transformation, on ne pourra pas se passer de ce genre de choses. Ça sera un facteur supplémentaire qui mettra à mal nos entreprises. Donc, sur la gestion de manière globale et collective, je suis 100% d'accord avec toi et je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. Jacques Pichon, du coup.
l'examen collectif, la gestion collective, tout ça, c'est évidemment indispensable. Mais à la fin, les décisions, elles sont individuelles toujours. On est, enfin là je parle de notre entreprise, on est en phase d'investissement là, actuellement, pour des montants qui sont très importants, malheureusement au-delà de 4 millions d'euros, je pense. C'est pas fait pour travailler l'année prochaine, c'est fait pour au moins une vingtaine d'années. L'incertitude, c'est quasiment inhérent. Il y a beaucoup de gens dans la salle qui pourraient en parler beaucoup plus savamment que moi et avec beaucoup plus d'expérience, mais c'est inhérent à notre activité. Et c'est peut-être paradoxal de le dire, mais ce qui se passe sur le Brexit aujourd'hui, c'est presque conjoncturel et c'est presque une contrainte de plus qui arrive. Dans pas longtemps, on va renégocier la politique commune de la pêche avec peut-être des éléments défavorables qui vont nous être imposés, qui seront encore pires que ceux que... Et on ne peut pas toujours attendre les résultats de telle ou telle négociation pour prendre des décisions d'investissement. En tout cas, c'est ce que... Enfin, nous, en tout cas, on a pris le parti d'avancer, continuer à avancer en tenant compte des différents éléments dont on a connaissance, des paramètres existants, du Brexit, de l'évolution de la ressource sur tel ou tel stock, plutôt pêcher telle espèce plutôt que telle autre, en se disant que probablement on a une meilleure visibilité, mais il n'y a rien de sûr. Mais malheureusement, c'est un peu inhérent à l'activité. Voilà, donc nous, on continue, on va essayer, non pas de continuer d'avancer, mais de recommencer à avancer. Et puis je pense qu'il y a des gens qui comprennent ce que je veux dire. C'est un peu... Ouais. Hubert Carré pour le comité national. Oui, je pense qu'il y a effectivement le Brexit est un bouleversement. Je pense que le réchauffement climatique en est un autre aussi. Et je pense qu'il faut tirer certaines conclusions. Et je pense que la politique commune de la pêche, elle répond à un mode de révision décennal. Je crois que s'il y avait eu un Brexit, s'il n'y avait pas eu de Brexit, de toute façon, on aurait eu une réflexion collective sur la prochaine réforme de la politique commune de la pêche. Et je crois qu'il faut profiter effectivement de l'exemple, du mauvais exemple du Brexit, pour engager un dialogue fort, déterminé avec la Commission européenne. Il ne s'agit pas de dire à la Commission européenne est-ce qu'on tire les conséquences du Brexit, c'est... On voit avec elle comment mieux travailler ensemble avec un État tiers qui est très proche, finalement, avec lequel on va avoir des stocks partagés, avec une évolution très importante sur l'évolution et la migration des stocks. Et je crois que c'est vrai qu'en 2004, la politique commune de la pêche a engagé une phase de régionalisation. Et je crois qu'il faut réfléchir intelligemment tous ensemble, c'est-à-dire pêcheurs, scientifiques, société civile, ONG, avec la Commission pour savoir comment on prépare un avenir futur en ce qui concerne effectivement la gestion des ressources halieutiques et toutes les contraintes environnementales auxquelles on va être confronté. Et je crois que ça, c'est le grand sujet après, c'est dès qu'on en saura un peu plus sur les modalités du Brexit, eh bien, effectivement, d'engager un dialogue très très rapide avec la Commission européenne pour préparer la révision future de la politique. Merci. Donc si j'entends bien, finalement, la pêche est confrontée perpétuellement à des facteurs externes. Le Brexit en est un, peut-être un peu plus gros que les autres, mais finalement, on va essayer collectivement ou individuellement d'avancer quand même. Je vais peut-être passer la parole à la salle si vous avez des questions sur les interventions, et voilà, en profiter pour interroger des représentants ou des acteurs de la filière sur ce Brexit. Alors, il y a des actualités, mais alors de là, je ne lis pas. Alors, il y aurait visiblement... D'accord. Bah, peut-être que Philippe de Lambert, parce que c'est quand même le mieux placé pour... Je ne vais pas faire état d'articles, etc. Mais je peux dire juste que pour l'instant, nous est parvenue l'information officielle qu'effectivement, donc, la Commission et M. Johnson ont déclaré avoir abouti à un accord. Voilà tout ce que je peux déclarer maintenant.
Déjà une belle réussite pour cette table ronde finalement. Au-delà de ça, s'il y a quand même des questions, même si tout a l'air résolu, les gens sont preneurs. Alors il y a devant Olivier Lenezette. Si on peut avoir un micro, s'il vous plaît, qui arrive. Donc Olivier Lenezette, président du comité régional des pêches de Bretagne, il me semble. Non, merci Julien. Non, juste 2-3 questions, parce qu'on a parlé beaucoup de problématiques. On en oublie peut-être même quelques-unes encore, parce que je pense qu'il y a aussi, tout à l'heure, je crois que vous avez parlé du port de Roscoff, qui serait durement impacté. Pourquoi ? Parce que c'est des gros caseilleurs qui sont de l'autre côté de la Manche, et je crois que la difficulté supplémentaire qu'il va y avoir, c'est que quand même qu'il y aurait un accord, mais qu'un laps de temps, les navires n'auraient plus la possibilité d'aller dans les eaux du Royaume-Uni. Et ça, c'est pour l'administration, soyons très clairs. Les pêcheurs anglais vont occuper l'espace, et une fois qu'ils auront occupé l'espace des pêcheurs qui sont sur ces zones-là, c'est fini, on ne le récupérera plus. Premier point. Le deuxième point, que moi je vois qui est aussi très important, c'est que le Royaume-Uni, c'est devant la porte aussi de la Grande Normandie et de la Bretagne Nord. Jersey-Guernesey, ce n'est pas non plus neutre. Je vous rajoute un autre point qui, à mon avis aussi assez important, c'est que avec la politique, on connaît nos amis outre-Manche, même s'ils nous laissent continuer à aller pêcher dans les zones telles qu'elles sont aujourd'hui, ils vont nous mettre une troisième salve, ce qu'on appelle des MCZ, des aires marines protégées dans les eaux du Royaume-Uni, dans les zones où travaillent nos bateaux. Donc, très bien, il y a, moi je pose la question à l'administration, on met des enveloppes pour des arrêts temporaires, qui à mon avis, pour quelques-uns, pour quelques navires, parce que ne nous faisons pas d'illusions, hein, les navires ne vont pas rester le long du quai, parce que de tanière, tu vas perdre les bonhommes. Et derrière, en plus, toute la filière va s'écrouler, et peut-être plus rapidement qu'on pense, parce que la filière aval, c'est certainement peut-être celle qui sera, je dirais, qui va disparaître de la carte le plus rapidement possible, parce qu'une fois qu'ils auront perdu eux aussi les marchés, c'est fini, ils ne vont pas se relever. Donc, ce que moi je déplore, c'est qu'aujourd'hui, l'administration n'a pris le problème que sur le prisme de la production des navires. Si on va dans cette approche-là, on va au casse-pipe. Les solutions doivent être réfléchies et étudiées et discutées, non pas avec le secteur, mais avec la filière dans son ensemble. La dernière fois qu'on a eu une réunion à Paris, c'était 5 semaines avant, au mois de mars, la date fatidique, pour nous demander si on avait des solutions. Je l'ai dit au ministre, j'ai demandé si c'était une blague. Ça fait 2 ans que sur le terrain, on attend qu'on vienne nous voir pour discuter justement des solutions potentielles qu'on pourrait mettre en œuvre. Très bien. Moi, je dis à aujourd'hui, ne faisons pas d'illusions. S'il n'y a pas d'accord de réciprocité des eaux et d'accès à la ressource, ce sera le chaos. Les navires, si les navires n'ont plus accès aux eaux, vous croyez quoi? Qu'ils vont laisser regarder les autres pays venir pêcher s'ils sont le long du quai devant chez nous? Mais vous rêvez. Vous croyez que les marins qui seront le long du quai à attendre qu'il y ait un accord, qu'ils vont laisser venir les camions débarquer à Roscoff, à Calais ou je ne sais où? Il y a des vraies questions de fond à poser qui vont au-delà de la production. Le problème, il n'est pas que d'un secteur, il est bien surtout de la filière. Et je ne rajoute même pas les problèmes de cohabitation. Oh là, ça va être un capharnaüm, parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne se sentent pas ou pas directement concernés dans des zones peut-être plus sud, tout le monde va être touché. Les navires vont se déplacer. Et la ressource, ça va être une catastrophe. En un an, tous les efforts qui ont été accomplis depuis les 30 ou 40 dernières années vont être complètement éradiqués en un an. Et derrière, on a quand même la commission. Et là, je redis à nouveau à l'administration centrale, que fait l'administration centrale ou que fait le ministre pour dire à la commission, il faudra peut-être se calmer sur tous les sujets à aujourd'hui qui dépendent soit de la dame, parce que ce n'est pas de votre ministère, malheureusement, sur toutes les réformes, 11 réformes qui vont tomber encore là d'ici l'année prochaine, ou qui sont en cours.
De l'autre côté, on a une Commission européenne qui est toujours à faire plus. Mais à un moment donné, il va falloir qu'ils réfléchissent qu'il y a aussi un Brexit devant nous, là. Donc moi, je dis une chose, c'est que s'il n'y a pas une réflexion beaucoup plus guerrière de l'État et de l'administration, ce seront les marins qui seront les guerriers. Les paroles, c'est bien, les actes, c'est mieux. Merci. Je ne sais pas si ça doit appeler à une réponse ou pas. Comme j'ai affaire plus à une déclaration qu'à des questions, je vais quand même essayer d'apporter quelques éléments par rapport à la tonalité de cette intervention. Le premier point, au moins sur la méthode, il ne me semble pas que nous aurions péché par manque de concertation et d'appréhension de l'ensemble des problèmes que peut effectivement susciter. Il me semble quand même que j'ai été assez précis sur le sujet lors de la présentation en introduction. Effectivement, donc, de l'ensemble des enjeux que représente l'éventualité d'un Brexit sans accord par rapport non seulement, me semble-t-il, effectivement, à l'activité de production, mais aussi à la filière aval. Et je rappelle donc que dans l'ensemble des dispositifs qui ont été élaborés à ce titre au cours de la préparation, d'abord, d'une part, ils ont été discutés, analysés et ont suscité de nombreux échanges dans énormément de structures de concertation professionnelle, qu'il s'agisse du Comité national des pêches, qu'il s'agisse du Conseil spécialisé des produits de la mer de France Agrimer. Enfin, il ne me semble pas que nous aurions effectivement occulté éventuellement donc l'analyse des impacts d'un Brexit sans accord sur la filière. Ça, c'est, me semble-t-il, la première des choses. La seconde des choses, comme j'ai pu effectivement le rappeler donc, en début de cette table ronde, nous avons aussi prévu, bien sûr, des mesures relatives effectivement à, je dirais, le soutien, en tout cas dans un premier temps, bien évidemment, de l'ensemble des entreprises de ce secteur par rapport donc, aux conséquences d'un Brexit sans accord. Ensuite, de façon plus générale, je suis obligé de rappeler aussi que le dispositif des arrêts temporaires, effectivement, c'est une solution. Nous le savons, bien évidemment, puisque ça nous a été dit abondamment par les responsables professionnels, ça n'est pas une solution miracle, c'est une solution lourde et c'est effectivement une solution de dernier recours, puisqu'effectivement, j'ai pu aussi vous rappeler que, au titre des autres mesures de préparation communautaire, ce que nous avons mis en place aussi, c'est la possibilité de pouvoir, s'il y avait donc la possibilité d'un Brexit sans accord, de se mettre en disposition de pouvoir faire des échanges sur initiative britannique de licences de pêche pour effectivement avoir, en tout cas dans un cadre temporaire, le maintien et la continuité donc, de l'activité de pêche. Enfin, le troisième point que je peux apporter par rapport donc, à cette intervention, bien évidemment, il y a une grosse incertitude à gérer. Je suis entièrement d'accord avec toutes les interventions qui ont été faites des intervenants sur mes côtés. Les dispositifs qu'on propose, bien sûr, sont faits pour être utilisés, si c'est le cas, par l'ensemble des armateurs ou des acteurs de la filière. Bien évidemment, ils n'ont pas de caractère obligatoire et bien évidemment, nous ne prétendons pas qu'effectivement, ils pourront gérer la totalité du problème. En tout cas, ils ont vocation à essayer de la meilleure manière possible, à effectivement essayer d'atténuer le choc avec effectivement tout ce qui a été décrit relativement, bien sûr, aux problèmes de cohabitation, aux problèmes de ressources éventuelles et effectivement, donc, aux problèmes je dirais, de la coordination communautaire. Je voudrais quand même rappeler sur le sujet de la coordination communautaire que, bien évidemment, on ne l'a pas laissé de côté. Il y a eu de très, très nombreuses réunions, entre guillemets, qui sont un peu le décalque de celles qu'il y a pu y avoir au niveau de l'UEFA, de la coalition des organisations professionnelles représentatives des 8 États membres impactés par la possibilité d'un Brexit sans accord, que bien évidemment au titre de la coordination, on a essayé d'aider à généraliser les arrêts temporaires. Il est effectivement difficile à faire accepter le fait que si nous éventuellement nous avions nos armements, en tout cas ceux qui sont intéressés de prendre des arrêts temporaires, soient confrontés à effectivement des navires de flotte communautaire qui ne prendraient pas ou qui n'auraient pas la disposition d'arrêts temporaires et qui viendraient dans nos zones. Donc là-dessus, je crois que la coordination est assez positive,
puisque la plupart des pays ont déclaré le mettre en place. Et bien évidemment, la coordination aussi résidera dans le suivi en cas d'un Brexit sans accord, bien sûr, des différents déplacements d'efforts de pêche et effectivement comment essayer de trouver les moyens de résoudre s'il y a des tensions sur zone. Enfin, le dernier point, je voudrais dire de façon plus générale que certes, et bien évidemment, on est tous les premiers à le déplorer, le Brexit et surtout l'éventualité d'un Brexit sans accord est facteur de soucis, d'appréhension et d'incertitude. Mais bien évidemment, on ne peut pas, au regard même des principes qui sont en jeu, dire à cause de l'éventualité, la possibilité d'un Brexit sans accord, il faut arrêter toute la politique commune des pêches. De même que, bien évidemment, et on a d'ailleurs des exemples, les investissements dans notre filière ne se sont pas arrêtés, même s'ils ont pu, dans certains endroits, effectivement, être ralentis à cause de cette éventualité du Brexit sans accord, et que donc, justement, la meilleure réponse, c'est justement de continuer donc à rester fidèle à notre politique commune des pêches, puisqu'effectivement le Brexit est quelque part une remise en cause de l'ensemble des relations économiques, juridiques, administratives. À un moment, Hubert a parlé de la régionalisation. Il a raison de dire, mais quid de la régionalisation si nous avons effectivement en face de nous un pays tiers avec lequel, je vous le rappelle, nous gérons quasiment une centaine de stocks en commun. Effectivement, tout ça renverra aussi, bien évidemment, à la relation future. Et donc, on le souhaite dans le cadre donc d'un accord nous permettant de pouvoir la mieux définir dans les conditions les plus favorables. Merci de ces éléments complémentaires. Est-ce qu'il y a une autre question ou d'autres questions? Je ne vois pas trop d'engouement pour des questions. Donc on va passer à la conclusion et je vais demander au président de la région Bretagne, M. Loïc Chenet-Girard, de nous rejoindre pour essayer de conclure cette table ronde. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Désolé de ne pas avoir été avec vous dès le début de la matinée. Je suis assis sur les prises de courant, donc si je fais un bond comme ça, c'est que... les propos qui ont été tenus par les uns et les autres ne nécessitent pas que je refasse des commentaires. Nous avons tous conscience des risques qui sont devant nous pour l'ensemble des acteurs, les pêcheurs d'abord, mais l'ensemble de la filière, c'était très bien dit, et l'ensemble de celles et ceux qui travaillent en France et particulièrement en Bretagne sur ces sujets de produits de la mer, jusqu'à la transformation, jusqu'à la distribution, et nous avons tous conscience des impacts éventuels sur nos entreprises et sur nos territoires. Je voudrais dire à cet instant que la région Bretagne, bien entendu, se sent tout à fait concernée, tout en prenant sa part et sa juste part dans le dispositif, au regard de la responsabilité de l'État, au regard de la responsabilité de la Commission. Mais quand même, nous sommes dans une situation où nous avons en responsabilité directe une partie des ports, une partie des criers, une partie de structures qui dépendent directement de nous. Et nous avons bien conscience qu'à un moment donné, nous allons nous retrouver, nous aussi, confrontés à des situations complexes, en plus de la responsabilité qui est la nôtre vis-à-vis de nos pêcheurs et de nos entrepreneurs qui sont présents sur le territoire de la région Bretagne. La discussion est permanente avec les représentants de la DG Marais ou les représentants du gouvernement qui s'intéressent à ces sujets, mais je pense qu'il faut effectivement nous structurer à partir du moment où il y a un accord pour préparer la suite. Pour se structurer, les régions, je le rappelle, n'ont officiellement pas de droit de cité à Bruxelles pour discuter directement avec la Commission. Ce sont les États membres qui discutent avec la Commission. Je ne vais pas ici plaider pour que cela change demain matin. Je pense que cela va prendre un certain temps, même si je pense que ce serait une bonne solution. Et donc, à minima, il faut qu'au niveau national, il y ait un monsieur, madame Brexit qui se mette en place maintenant, une fois que l'accord est trouvé, ce que je souhaite, ce qui semble être effectivement exprimé, entre la Commission et le Royaume-Uni, pour que nous puissions nous organiser, nous structurer au niveau national et que la région Bretagne, par exemple, mais les autres régions aussi, et les acteurs professionnels qui sont ici présents aussi, aient un interlocuteur unique au niveau du gouvernement. Il est impossible de passer, même si c'est un grand plaisir, du ministère Pêche Agri au ministère des Affaires étrangères, au ministère des Finances, au ministère de l'Environnement, aux douanes, aux services vétérinaires et j'en passe, sur chacun des sujets que nous avons à traiter. Il faut vraiment que le gouvernement, dès que l'accord et que M. Barnier aura obtenu cet accord et qui sera validé par le Parlement du Royaume-Uni, parce que c'est la deuxième fois qu'on nous dit que le Premier ministre tombe d'accord avec le négociateur de l'Union. Après, il faut qu'il obtienne son accord, lui, de son Parlement. Il faut juste derrière, encore une fois, que nous ayons un interlocuteur unique. Ça me semble vraiment urgent. Je plaiderai en ce sens auprès du Premier ministre et des différents membres du gouvernement. Et
bien entendu que le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe doit être en première ligne sur ce sujet. Il le sait, nous en parlons régulièrement, même si là, ces jours-ci, il est plus préoccupé par d'autres sujets qui l'ont emmené en Irak ces derniers jours. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et je rejoins ce qui a été dit, c'est que nous allons vivre, quoi qu'il arrive, une crise. L'avenir ne sera plus comme il était et ça rajoute des incertitudes dans nos entreprises. Il faut forcément se structurer. La région Bretagne a proposé d'organiser, et n'a même pas proposé, a monté un groupement interportuaire, puisque nous sommes propriétaires d'une partie des ports et qu'avec l'Orient et avec le département des Côtes-d'Armor et avec le département du Finistère pour la Cornouaille, nous avons ensemble l'entièreté des propriétés sur les structures portuaires, que ce soit les ports ou les criers. Ce groupement interportuaire existe, il travaille, il va faire des propositions et il fera d'ici la fin de l'année une réunion de travail au niveau politique pour valider les premiers sujets sur lesquels il y a eu des consensus dans les groupes de travail. Et je redis qu'en face, les professionnels doivent s'organiser aussi. Ça a été dit tout à l'heure par un des intervenants qu'il fallait effectivement qu'il y ait plus de cohérence, plus de travail en commun, même si c'est compliqué dans un contexte concurrentiel entre différents acteurs. Mais nous avons besoin en face de nous que nos concessionnaires puissent nous parler globalement en étant coordonnés et qu'on ne se retrouve pas à faire le tour de chacun de nos concessionnaires pour les différentes problématiques que l'on a sur nos différents ports, et puis que nos acteurs qui animent nos criers et nos structures soient capables d'avoir du répondant face aux collectivités qui sont en train de s'organiser pour offrir un visage commun d'une région structurée avec ses ports et avec ses différentes problématiques, sans nier les identités, sans nier les particularités, sans nier les histoires de chacune de nos places portuaires. C'est l'engagement qui a été pris. Je suis ici à Lorient, si je ne le rappelle pas, forcément, ça ne fonctionnera pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça me semble, bien entendu, compliqué d'exprimer ça là maintenant, alors qu'on est dans une succession d'inconnus dans les jours qui viennent. Mais nous voyons bien que nous devons avancer avec un peu de méthode. Et la région Bretagne donc, a proposé cette méthode d'un côté au niveau du gouvernement, de l'autre côté au niveau de notre organisation, et ça me semble peut-être facteur de stabilité pour préparer l'avenir. Enfin, un petit mot d'optimisme quand même. S'il y a accord entre Johnson et Barnier, et si derrière le Conseil de l'Europe d'un côté, la Commission, puis ou en même temps le Parlement UK le valide, ça nous donne jusqu'au 31 décembre 2020, puisque c'était ça qui était prévu dans les accords initiaux. S'il y a accord, jusqu'au 31 décembre 2020, même avec le Royaume-Uni sorti, nous sommes dans une période de stabilité sur les traités et nous avons jusqu'au 31 décembre 2020 pour trouver les solutions diverses et variées qui nous permettront de régler les innombrables problématiques que le Brexit ouvre. Donc nous verrons. De prolonger encore ? Avec en plus potentiellement possibilité de prolonger encore. Bon, déjà au moins jusqu'au 31 décembre 2020, donc ça éloigne le risque de dans 15 jours, mais ça ne veut pas dire qu'il faut dételer et se dire finalement tout va bien et on ne fait plus rien. Donc les sujets que je viens de poser sur la table, quelle que soit la situation, sont à prendre à bras le corps. Il faut avancer, et si j'ai choisi de garder la vice-présidence pêche-mer, c'est bien parce que je pense que pour la région Bretagne, c'est un enjeu considérable pour les années qui viennent. Bravo pour le travail des uns et des autres, bravo pour votre engagement, et merci encore une fois de travail des uns et des autres pour que ces filières de la mer, de la pêche, restent des filières très fortes, quelle que soit la situation dans les années qui viennent. Merci à vous.